Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Le sujet international dominant est l'attaque américaine contre le Venezuela et l'enlèvement du président Maduro. Maduro est actuellement jugé aux États-Unis pour ses prétendues activités dans le trafic de drogue. Ce que le président américain, Trump, célèbre comme un grand moment de la politique américaine pourrait cependant se retourner contre lui comme un boomerang et détruire complètement la crédibilité des États-Unis à l'international. Comment évalues-tu l'action de Trump au Venezuela et envers Maduro ? Cela montre-t-il la force ou la faiblesse des États-Unis ? Eh bien, tout d'abord, l'idée que la crédibilité puisse être attachée à une telle action est ridicule. Il n'y a aucune légitimité dans ce que le président Trump a autorisé à faire contre le Venezuela. Je veux dire, nous commençons à voir que le dossier monté contre Maduro s'effondre. C'est un dossier fabriqué de toutes pièces. Les États-Unis avaient dit qu'il était à la tête de ce cartel au Venezuela, et maintenant les États-Unis admettent que le cartel n'existe pas. Ils l'ont juste inventé, vous savez. Et à mesure qu'ils approfondiront leurs recherches, ils découvriront que les faits reprochés à Maduro, selon, vous savez, le Grey Zone et le fantastique reportage fait par Max Blumenthal là-bas, c'était en fait par la CIA, que les crimes dont Maduro est accusé étaient des crimes commis par la CIA. Si l'Amérique a encore une quelconque crédibilité en tant que nation, ce sera dans notre système judiciaire où l'état de droit doit prévaloir et cette affaire doit être rejetée et Maduro doit être libéré par notre système judiciaire. Si cela n'arrive pas, alors l'Amérique n'existe plus. Parce que ce que Trump a fait, c'est dire qu'il n'existe plus de droit international et que son administration le dit simplement. C'est la loi de la force, c'est tout. C'est tout ce qui compte maintenant, c'est la loi de la force. Eh bien, ce n'était pas si fort ce que nous avons fait. Je veux dire, oui, nous avons envoyé 200 hommes dans plusieurs hélicoptères à Caracas pour une attaque audacieuse, pour enlever un homme sans défense et sa femme de 70 ans. 32 agents de sécurité cubains ont été tués. Nous ne savons pas s'ils ont été tués en défendant Maduro ou abattus après avoir été faits prisonniers ou éliminés par des collaborateurs. Mais nous n'en savons pas assez. Mais ce que je veux dire, c'est que ceci, rien dont l'Amérique devrait être fière. Cela montre essentiellement que l'Amérique a cessé d'être une nation de raison et que nous sommes une nation d'irrationalité. Nous sommes littéralement devenus la nation la plus dangereuse du monde, une nation avec laquelle personne dans le monde ne peut traiter de manière responsable, car on ne peut pas nous faire confiance. Notre parole ne compte pas. Vous savez, c'est là où nous en sommes. Cela s'est déjà retourné contre nous. Cela a détruit la crédibilité des États-Unis. Nous n'avons plus de crédibilité. J'espère que le monde réagira en conséquence. Vous savez, on ne traite pas avec des nations comme les États-Unis. On les ignore, on les évite, mais on ne les récompense pas pour leurs actions. Quel bénéfice l'administration Trump veut-elle tirer de cette affaire ? Actuellement, Maduro est certes enlevé, mais le gouvernement chauviniste du Venezuela est toujours fermement en place, maintenant avec la vice-présidente Delcy Rodriguez à sa tête. On entend Trump parler de prendre le contrôle de tout le Venezuela, mais peuvent-ils vraiment le faire et que serait nécessaire pour cela ? Regardez, tout ce qui s'est passé, c'est que nous avons kidnappé le leader du Venezuela. Maintenant, cela a été fait, je crois, avec l'assistance de Vénézuéliens qui ont trahi leur pays, ont trahi leur président. Je crois que la CIA travaille au Venezuela depuis un certain temps, identifiant les fractures au sein du gouvernement vénézuélien, isolant les individus au pouvoir et les achetant. C'est pourquoi nous avons pu faire voler des hélicoptères et ne pas être abattus. C'est pourquoi il n'y avait pas une force militaire majeure nous attendant à notre arrivée pour enlever le président du Venezuela. Et maintenant, il y a une lutte de pouvoir en cours au Venezuela. Oui, le vice-président a prêté serment. Et oui, et vous savez, il semble y avoir de la solidarité, mais il n'y a pas de solidarité au Venezuela. Nous devons être honnêtes à ce sujet.
il y a des problèmes, il y a des factions qui se battent entre elles. Les États-Unis ont apparemment promis, vous savez, à beaucoup de ces individus, une grande richesse qui sera accumulée grâce à la vente de pétrole vénézuélien. Et ces personnes ont adhéré à cette idée. Donc vous savez, maintenant nous devons voir ce qui se passe après. Vous savez, Maduro voit ce qui se passe à l'intérieur du Venezuela. Je crois que vous savez que la CIA a dit au président que les personnes qui sympathisent avec les objectifs des États-Unis seront en contrôle et que les États-Unis pourront exercer une influence sur le Venezuela en utilisant ces personnes. Pour l'instant, il ne semble pas qu'ils soient en contrôle, mais il est bien trop tôt pour prédire, vous savez, quel sera le résultat final de cela. Mais il semble que les États-Unis aient pris un chemin qui évite la nécessité de mettre, vous savez, une force d'invasion au sol au Venezuela. Ce serait un suicide pour le président. Vous savez, les États-Unis, vous savez, oui, je sais que les gens se fâchent quand je dis ça, mais je vais le dire encore. Personne ne peut battre notre armée dans un combat franc. Et si nous allions au Venezuela, nous massacrerions la milice vénézuélienne, nous massacrerions l'armée vénézuélienne, et nous massacrerions le peuple vénézuélien de la même manière que nous avons massacré les Vietnamiens. Oui, il y a eu de la résistance, et oui, ils ont tué 50 000, 60 000 Américains, mais nous avons tué des millions. Nous avons détruit une nation. Il n'y a pas de quoi être fier. C'est juste une déclaration de fait, une déclaration de réalité. Et si nous allions au Venezuela, nous finirions par perdre parce que l'Amérique s'épuiserait car nous n'avons pas, vous savez, ce qu'il faut pour, vous savez, soutenir votre lutte insensée au fil du temps. Mais ce ne serait pas une défaite militaire. Ce serait une défaite politique. Militairement, nous pouvons entrer, nous pouvons tuer tout le monde. C'est ce que nous faisons. Nous sommes meilleurs à cela que quiconque. Mais nous ne voulons pas faire ça. Et je pense que Trump comprend le piège vénézuélien, et veut éviter de mettre des bottes américaines sur le terrain, car cela créerait un cauchemar politique pour lui ici à la maison en ce moment. Il a trompé beaucoup de ses partisans en leur faisant croire qu'il y a eu cette victoire rapide, indolore, sans effusion de sang du point de vue américain. C'est ce qu'il a promis, la paix par la force. Regardez comment nous sommes. Nous avons envoyé 200 Delta Force à Caracas et nous avons vaincu le Venezuela sans mort, sans sac mortuaire, rien. Et nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que cela se déroulera comme il le souhaite. Peut-être y a-t-il des personnes au Venezuela qui finiront par prendre le pouvoir et suivre les ordres des États-Unis, peut-être pas. Mais la perception des partisans de Trump est que nous avons remporté une victoire rapide. Les gens doivent aussi comprendre quelque chose à propos des Américains. Nous sommes collectivement les personnes les plus ignorantes du monde à propos du monde dans lequel nous vivons. Nous ne savons rien du monde dans lequel nous vivons. Nous ne savons presque rien sur nous-mêmes, vous savez. Et l'idée que le citoyen américain moyen comprenne les nuances et les complexités du Venezuela serait surpris si la plupart des gens pouvaient même le pointer sur une carte, sans parler de décrire la géographie, la topographie, la géologie de ce qui rend le Venezuela intéressant. Où se trouvent les champs pétrolifères? Quelles autres ressources minérales se trouvent au Venezuela? Quelle est la population du Venezuela? Comment cette population est-elle distribuée? Les Américains n'ont aucune idée de tout cela, et pourtant ils sont là à parler comme si nous avions accompli quelque chose de grand au Venezuela. C'est un état de choses triste. Penses-tu qu'une nouvelle attaque des États-Unis contre le Venezuela est probable? Est-ce qu'ils vont neutraliser Delcy Rodriguez ou d'autres ministres? Comment réagirait la population américaine à une telle escalade de l'agression? Tant que les Américains ne rentrent pas chez eux dans des sacs mortuaires et que nous faisons exploser des choses qui ont l'air cool à la télé, nous serons heureux. Vous savez, il y a très peu d'Américains et vous savez, voici l'un des problèmes, c'est que le mouvement anti-guerre en Amérique est mort il y a longtemps parce qu'il a cessé d'être un mouvement anti-guerre et est devenu un mouvement anti-président. Anti-war. Il y avait un mouvement anti-guerre qui s'est développé lorsque Bill Clinton a menacé d'attaquer l'Irak dans les années 1990. Mais vous savez, quand George W. Bush est devenu président, ces personnes qui étaient anti-Clinton ont soudainement dit « Eh bien, nous avons notre gars à la Maison-Blanche, ne nous en soucions plus. » Et soudain, les gens se sont ralliés contre George W. Bush était anti-guerre et ils allaient de l'avant. Je veux dire, l'invasion et l'occupation illégale de l'Irak ont motivé beaucoup de gens jusqu'à ce que Barack Obama devienne président.
Et puis ils ont disparu parce que leur homme était à la présidence. Barack Obama a continué les mêmes politiques stupides et le mouvement anti-guerre n'a pas pu s'organiser et ne s'organisera pas. Et il n'existe plus aujourd'hui. Il ne représente plus rien. C'est un groupe de personnes âgées, franchement, qui s'assoient et ont des réunions et parlent beaucoup. Parfois, ils organisent une manifestation ici, et là, vous avez des gens comme Code Pink qui sont très efficaces pour les visuels, vous savez, et attirer l'attention de cette manière. Mais cela ne résonne pas parmi la population américaine. Vous savez, le jour de mettre 1 million de personnes à Central Park pour protester contre les guerres d'agression de l'Amérique est bien passé. Et donc nous avons une nation de moutons qui veulent juste être conduits, vous savez, et ils cherchent un berger. Et vous savez, Donald Trump est actuellement le berger. Et il perçoit, vous savez, il crée cette perception de force, vous savez. Et donc les gens suivent docilement le berger sans se poser de questions. Ils ne comprennent pas que les bergers ne sont pas là pour faire quoi que ce soit d'autre que de finalement les mener à l'abattoir. Et c'est ce que fait Donald Trump. Il nous conduit directement à l'abattoir. Mais encore une fois, nous ne sommes simplement pas, collectivement pas assez intelligents pour comprendre ce qui se passe. Je connais beaucoup de gens, vous savez, j'ai un très bon ami, Denis Kucinich, il est un ancien membre du Congrès. Il a été candidat à des élections et il se vexe lorsque je critique l'intelligence de l'électeur américain. Eh bien sûr qu'il le fait parce qu'il a besoin de cet électeur pour être en fonction. Mais le fait est que l'électorat américain est composé de personnes fondamentalement stupides, d'idiots, qui vont simplement voter soit selon les lignes de parti, soit selon des enjeux uniques, qu'ils votent sur l'analyse superficielle des sujets. Ils n'ont aucune compréhension des complexités de l'un des événements majeurs. Au Venezuela, c'est la preuve positive. Les gens ne comprennent tout simplement pas ce qui se passe. Et Max Blumenthal est là dehors exposant les mensonges. Cela devrait être des choses que les gens devraient exiger, la destitution de Trump et, franchement, la dissolution du Congrès pour être remplacé par un tout nouveau groupe de personnes en raison de l'échec de leur fonction. Mais au lieu de cela, les gens acquiescent simplement en disant « Non, le système fonctionne ». Comment pouvez-vous vous dire que ce n'est pas l'état de droit? Il y a une inculpation. Scott, ils l'ont inculpé. District Sud de New York l'a inculpé. Eh bien, avez-vous lu l'inculpation? Et vous comprenez bien que vous pouvez inculper un sandwich au jambon aux États-Unis, qu'une inculpation n'est pas une preuve de culpabilité. Tout ce que cela montre, c'est que le système a pu, vous savez, intimider un grand jury avec suffisamment de mensonges pour obtenir, vous savez, une déclaration de cause probable. Mais vous savez, Maduro n'est coupable de rien. Il n'a pas été trouvé coupable de quoi que ce soit. Il est enveloppé de la présomption d'innocence. Et pourtant, Donald Trump agit comme s'il était un homme coupable. Et cela, vous savez, c'est juste. J'ai honte d'être américain aujourd'hui. Je veux dire, j'aime mon pays et j'aime, vous savez, vous me piquez de la mauvaise manière et je réagis. Mais c'est honteux la façon dont nous nous comportons. C'est absolument honteux. Vous savez, j'avais l'espoir que quelque part dans l'administration Trump, il y avait, vous savez, un homme qui était juste un réaliste politique, traitant avec la réalité de la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais tout ce que je vois maintenant, c'est un opportuniste politique, un narcissique, un homme qui s'est permis de devenir un culte de la personnalité, un dictateur. Et littéralement, nous avons aujourd'hui un dictateur en Donald Trump. Le Congrès ne fera rien pour arrêter cet homme. Et le peuple américain, nous sommes devenus peu plus que les citoyens de Rome. Juste nous divertir avec suffisamment de sang et de violence à la télévision, mais pas trop près. On veut juste regarder d'autres personnes mourir. Nourrissez-nous et gardez-nous, vous savez, rassasiés avec la notion de richesse potentielle et nous vous permettrons de tout faire. Maduro doit être jugé à New York. Il est accusé de nombreux crimes présumés, tels que le trafic de drogue, mais aussi d'absurdités comme la possession de mitrailleuses. Maduro s'est lui-même désigné comme prisonnier de guerre lors de la première audience. Son avocat a plaidé non coupable comme prévu. Le procès entier deviendra-t-il une énorme farce pour Trump? Existe-t-il même une base légale pour qu'un président enlevé d'une nation souveraine soit jugé dans un autre pays? Un tel verdict aurait-il une quelconque légitimité internationale? Il n'y a rien de légitime dans ce qui se passe en ce moment. Comme je l'ai dit, si l'Amérique va s'accrocher à tout ce qui dit que nous avons de l'espoir, ne nous abandonnez pas,
Vous savez que quelque part dans cette vilaine mascarade de narcissisme qui existe, il y a, vous savez, une étincelle de ce que nous sommes, une nation de loi. La Constitution, cela compte. Et cela va se dérouler dans cette salle d'audience. Il faut absolument rejeter cette accusation et sans possibilité de la reprendre. Il n'y a aucune base légale pour que Maduro soit traduit devant un juge américain dans un tribunal américain. Cette inculpation ne répond pas à la question fondamentale de la juridiction. C'est le chef d'État légitime, non de facto, mais de jure. Il est le chef de l'État parce que le Venezuela a dit qu'il est le chef de l'État. Il a exercé la fonction de président du Venezuela. Il est le chef d'État légitime, reconnu par le Venezuela et une grande partie du monde. Donc il n'y a aucune juridiction aux États-Unis pour juger cet homme. Aucune. Et donc cette affaire doit être rejetée. Si ils ne le font pas et qu'ils avancent, vous savez, nous voyons déjà un affaiblissement de l'état de droit. Mais maintenant, vous savez, même si vous ouvrez la porte à la farce, il doit y avoir de vrais crimes commis. Maduro n'a commis aucun crime. L'acte d'accusation s'effondre de lui-même. Il est mal rédigé, mal documenté, n'a aucune base factuelle. Et puis quand on commence à appeler des témoins, comme l'a fait remarquer Max Blumenthal, le principal témoin est ce général vénézuélien, ce traître, que personne dans l'accusation ne devrait vouloir voir témoigner et être confronté à un contre-interrogatoire. Ce serait une très mauvaise journée pour l'Amérique si ce traître devait être interrogé par un avocat compétent. On pourrait interpréter la voie choisie par le gouvernement américain comme une volonté de renforcer sa prétention hégémonique sur l'hémisphère occidental. Les adversaires régionaux en Amérique latine sont écartés. Mais Trump renforce-t-il vraiment ainsi la position internationale des États-Unis ou détruit-il le dernier reste de crédibilité de son propre gouvernement, notamment vis-à-vis de la Russie et de la Chine? I can't speak on behalf of Russia and China, but I just wrote an article that basically tells the Russians to believe, to start paying attention to people like Sergei Karaganov, an esteemed political scientist who I've interviewed and had discussions with. And, I've pushed back because, my own personal history of involvement with the U.S. government is one where the U.S. government is a trustworthy negotiating partner. We negotiated the Intermediate Nuclear Forces Treaty back in the 1980s. I was an implementer of that treaty, and I know how assiduous we were about adhering to the rule of law, adhering to the mandate of the treaty, making sure that, we did what we were supposed to do, and we held the Russians or the Soviets accountable, and they held us accountable, and it worked. It was honorable business. That was, to me, one of the bright, shining moments of being an American, where not only were we doing the right thing, getting rid of entire classes of nuclear weapons, but we did it the proper way through a negotiated treaty where we adhered strictly to that which we said, that, our word was our bond. So I know America is capable of doing this. This is the America that I always try to fall back on. But today we have a presidency that's purely transactional in nature, and it's a one-way transaction. This president will enter in an agreement, only if he deems the agreement to be to the benefit of the United States. Now, other nations will enter under the belief it will also be beneficial to them. Now, if the agreement continues to be beneficial to America but not beneficial to them, the president doesn't care. The agreement must stand. But the moment the agreement stops being beneficial to America, the agreement is done. He's not bound to it. He will drop it. No treaty is worth the paper it's written on with Donald Trump as the president of the United States. No agreement at all. And so Sergei Karaganov's right. The United States is an untrustworthy negotiating partner that cannot be dealt with. And China needs to understand this as well. Stop pretending that Donald Trump is somebody you can have an agreement with. You can't. Cannot be trusted at all. Zero trust. And the whole world needs to recognize this. I hope Europe is understanding this now. It's time for you to wake up. Whatever you think NATO was, isn't. Whatever you think America, could be, won't be. I've said this before and I'll say it again. When I say that we're the most ignorant people in the world about the world we live in, I mean it. I mean, yes, we have, you guys are used to, the pudgy
pasty American tourists coming off the airplane and running around Europe, in the summer, oh, look, Marge, it's the Eiffel Tower. Wow, how cool. Can we take a picture there? Hey, look, Marge, it's the Alps. It's very pretty. Look, Marge, it's tulips in Amsterdam. How nice, Marge. And then they go home. But it's all superficial. They don't know the history of Europe. They don't know anything about Europe. They don't try to speak the language. But that's the superficial ignorance of that, but it disguises, the ignorance disguises the ultimate truth. We don't like you. Nous ne t'aimons pas. Ne nous soucions pas de toi. Voyez, un véritable ami se soucie. Je veux dire, j'ai des amis que je connais depuis l'université et vous savez peut-être que nous avons dû le contact. Mais si je découvre que vous savez leurs enfants sont malades ou qu'un père est décédé, c'est un coup de fil, une visite, je vais à l'enterrement. Je suis là pour mon ami dans le besoin, je me soucie de mon ami. Vous savez, c'est ce qu'on fait. Alors, quand un ami est dans le besoin, un véritable ami dit « Et que puis-je faire pour aider? Comment puis-je t'aider? Comment puis-je t'aider? Mais l'Amérique n'est pas ton ami. Nous vous utilisons. Vous savez, ce n'est même pas une relation. Vous voyez? Salut. Ah, vous savez, petit ami. Non, 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 non. Tu es au mieux, tu es une prostituée que nous payons pour des services. Mais c'est tout. Faites votre travail et fichez le camp. On ne veut pas vous parler. On se fiche de vous. On ne veut rien savoir de vous. Et c'est l'Amérique dans sa majorité. On ne s'intéresse pas assez pour vouloir vous connaître. Et donc ici, vous avez une situation où vous pensez que c'est l'Amérique du passé. Vous savez, l'Amérique qui a envoyé ses fils pour aider à libérer l'Europe vous savez, le fléau de l'Allemagne nazie, c'était là le plan Marshall. L'Amérique des années 1980. Encore une fois, mon expérience des années 1980 en Allemagne de l'Ouest. Vous savez, oui, nous occupions l'Allemagne de l'Ouest à cette époque. Mais vous savez, je me souviens qu'ils avaient chaque week-end ces choses appelées Volksmarsch. Il y avait cette activité communautaire où, vous savez, toute la communauté sortait pour faire une marche dans les bois, sur un sentier. Et quand vous aviez terminé, il y avait une petite célébration. Vous buviez de la bière et mangiez des bratwurst, et vous receviez une petite plaque que vous accrochiez au mur. Et ceux qui étaient vraiment branchés et qu'on allait chez eux, ils avaient toutes les petites plaques de Volksmarsch accrochées au mur, preuve qu'ils participaient vraiment. Et vous pouviez vous lier avec les Allemands, apprendre à connaître les Allemands et vous intéresser aux Allemands. Et il y avait une véritable amitié entre les peuples allemands et américains à cette époque, une véritable amitié entre les peuples allemands et américains. Parce qu'on s'en souciait. Mais quelque chose s'est passé, vous savez. Et vous savez, il faut être deux, je suppose, pour échouer une relation. Vous savez, mais les États-Unis ont cessé de se soucier de ça. Je pense que cela s'est produit quand nous avons commencé à faire la distinction entre l'ancienne Allemagne, l'ancienne Europe et la nouvelle Europe. Et autour de la guerre en Irak, j'ai vu beaucoup de tensions se produire. Mais je pense que l'Europe a toujours voulu que l'Amérique soit ce qu'elle était autrefois, ce partenaire fort et silencieux derrière vous qui était toujours là pour vous quoi qu'il arrive, mais qui vous laissait en quelque sorte faire ce que vous vouliez de toute façon. Et ils ont perdu de vue le fait qu'après la fin de la guerre froide, l'Amérique a cessé d'être une nation qui avait besoin d'alliés et a commencé à être une nation qui était la seule superpuissance restante sur la face de la Terre, cherchant l'hégémonie mondiale. Et quand vous êtes un hégémoniste mondial, cela signifie que vous utilisez les gens, vous ne travaillez pas avec les gens. Et au fil du temps, c'est ce qui s'est passé. Et, je ne pense pas que l'Europe comprenne l'Amérique, et je ne pense pas que l'Amérique comprenne l'Europe. Et aujourd'hui, je pense que l'Europe va être choquée quand nous prendrons le contrôle du Groenland. Parce que nous le prenons en charge, les gars. C'est à nous. Nous le possédons déjà. Nous l'occupons. Comme ils disent, il n'y aura pas un coup de feu tiré. Ce sera une décision purement administrative. Et un jour, Trump va se réveiller et signer un document disant « Le Groenland nous appartient ». Et qu'allez-vous faire à ce sujet? Vous savez quoi? Vous allez nous faire la guerre? Non, vous n'allez pas le faire. Vous savez... mais ce sera à la fin de l'automne, ce que beaucoup de gens croient être une bonne chose. Moi, je pense que c'est une bonne chose, vous savez, mais que va-t-il arriver à l'Europe à ce moment-là? Parce que vous savez qu'il y a des pays européens qui ne se sépareront pas de l'Amérique, parce qu'ils ne peuvent pas se séparer de l'Amérique, parce que leurs élites politiques et économiques sont trop étroitement liées à l'Amérique. Et donc l'Europe va s'effondrer, l'Union européenne va s'effondrer, et c'est l'avenir. C'est sur quoi Donald Trump parie.
Vous voyez, vous et moi sommes, je crois, des hommes de principes moraux. Et donc nous regardons ce que fait Donald Trump et nous sommes choqués, nous sommes honteux. Comprenez cependant que le monde n'est pas gouverné par des gens de principes moraux. Le monde est gouverné par des gens qui ont fait des compromis sur leurs principes moraux pour arriver là où ils sont. Et les États-Unis sont conscients de chaque compromis qu'ils ont fait. Nous sommes conscients de chaque prix à payer pour maintenir ces gens dociles. Et donc, ce que nous voyons Trump faire, c'est exploiter cet aspect de l'échec de l'humanité. C'est le dernier outil qu'il a, parce que ce n'est pas l'outil que vous voulez. Quand vous exploitez le caractère sans fondement de la nature humaine, finalement, cela se concrétisera et tout ce que vous avez, c'est le chaos, l'anarchie, la mort et la destruction. Mais c'est ce que Donald Trump vise. C'est les derniers, vous savez, moments de l'Empire romain. Vous savez, réussirons-nous dans l'hémisphère occidental? Oui. Qui va nous arrêter? Le président mexicain, je veux dire, Dieu les bénisse, mais nous allons simplement envoyer 200 personnes de la Delta Force là-bas pour les attraper, les traduire en justice et les appeler complices de cartel. Le président colombien, on l'attrapera. Nous allons essentiellement dire aux dirigeants de chaque nation de l'hémisphère occidental, si vous ne jouez pas le jeu que nous voulons, nous vous éliminerons. Parce que c'est ce que nous avons dit. Nous sommes les seuls qui comptent dans cet hémisphère. Nous avons littéralement déclaré « Vos ressources sont nos ressources ». Écoutez-moi, Canada. Écoutez très attentivement. Votre pétrole est notre pétrole. C'est ainsi, et vous ne pouvez pas avoir une politique énergétique indépendante qui soit au détriment des États-Unis. Le nouveau corollaire Trump de la doctrine Monroe l'interdit. Le triangle du lithium. 60% des réserves mondiales de lithium se trouvent dans ce petit triangle entre le Brésil, l'Argentine et le Chili. C'est à nous. Nous le possédons. Nous possédons tout. Rien ne se fait. Non, rien ne se développe. Chine, nous vous mettons dehors. Je veux dire, la Chine vient de construire un port à Chanquet au Pérou pour 1,3 milliard de dollars. Non, désolé, ça nous appartient, car que peut faire la Chine? Rien. Rien. Ils n'ont pas de marine océanique. Vous savez, ils ont beaucoup de mal à comprendre comment ils vont amener des troupes du continent chinois à Taïwan, et vous parlez maintenant de les amener à travers le Pacifique, en passant par la marine américaine, pour mener une guerre terrestre en Amérique du Sud. Cela n'arrivera pas. Nous allons déconstruire l'initiative des nouvelles routes de la soie mise en place par la Chine et nous l'approprierons nous-mêmes, et nous nous en sortirons car rien ne peut nous arrêter. Mais finalement, vous savez, nous avons limité ce domaine, cette forteresse Amérique, à l'hémisphère occidental. Et une fois que nous aurons consolidé notre pouvoir ici, c'est une consolidation superficielle d'ailleurs, elle se fait purement, comme je l'ai dit, par l'intimidation, par la peur, par l'exploitation. Ce n'est pas un modèle durable. Il s'effondrera de l'intérieur. Pendant ce temps, alors que nous luttons contre nous-mêmes, le monde, espérons-le, se réveillera. Le monde, espérons-le, se réveillera. Voyez, quel que soit l'avenir de l'Europe, permettez-moi d'être clair. S'il vous plaît, arrêtez d'essayer d'être comme les États-Unis. Voulez-vous vraiment être comme nous? Regardez simplement, c'est votre avenir. Commencez à être ce que vous êtes. Maintenant, vous savez, vous devez décider ce que c'est, mais vous devez être ce que vous êtes, ce qui signifie que vous devez apprendre à vivre en paix avec la Russie. La Russie est votre voisin. À quel point faut-il être insensé pour partir en guerre contre son voisin? Eh bien, vous êtes allé en guerre avec votre voisin parce que vous croyiez que les États-Unis vous soutenaient. Nous ne sommes pas là pour vous. Vous devez vivre avec la Russie, vivre en paix avec la Russie. Vous devez apprendre à lier vos économies à la Russie, parce que vous ne ferez pas partie de cette expérience de l'hémisphère occidental américain. La Chine, arrêtez de dire que vous êtes en guerre avec la Chine. C'est un modèle américain. Commencez à collaborer économiquement avec la Chine pour redonner de la vigueur à vos économies, et si l'Europe, la Russie et la Chine arrivent à travailler ensemble, alors vous n'aurez plus à vous soucier de l'Amérique. Laissez l'Amérique pourrir, laissez l'hémisphère occidental s'effondrer sur lui-même, et vous serez là pour aider à ramasser les morceaux. Peut-être qu'un jour, l'Amérique se réveillera et se souviendra de ce qu'elle était et de ce qu'elle aurait dû être. Mais pour l'instant, vous devez nous isoler. Vous devez nous couper complètement, car nous sommes, vous savez, malades. Nous sommes du poison. C'est juste la réalité. C'est un moment honteux. Comme je l'ai dit, notre seul espoir en ce moment est dans un tribunal à New York. L'intervention des États-Unis au Venezuela et l'enlèvement de Maduro représentent-ils un tournant majeur pour la géopolitique mondiale?
D'autres États prendront-ils cet exemple? Qu'est-ce qui empêche la Russie d'éliminer le président ukrainien Zelensky et ses partisans? Qu'est-ce qui empêche la République populaire de Chine de reprendre le contrôle de Taïwan? Est-ce la fin de l'ordre mondial après la fin de la Seconde Guerre mondiale? Le 4 février 2021, Vladimir Poutine s'est envolé pour Pékin, en Chine, pour rencontrer Xi Jinping à la veille des Jeux olympiques d'hiver. Ces deux hommes se sont rencontrés et ils ont publié un document de 5000 mots, vous savez, un mémorandum qui rejetait fondamentalement ce qui était appelé l'ordre international basé sur des règles, qui était le mantra du gouvernement américain pendant plusieurs mandats, repris et renforcé par l'administration Biden, qui disait en gros que les États-Unis sont l'hégémonie mondiale et que nous ne gouvernons pas selon la loi, mais à travers un système de règles et d'organisation et de structures que nous avons imposé au monde après la Seconde Guerre mondiale. La Banque mondiale, l'Organisation monétaire internationale, des choses de cette nature. Et ils ont dit, non, nous ne jouons plus à ce jeu. Nous ne sommes pas ici pour soutenir l'hégémonie américaine. Nous rejetons la domination américaine. Nous croyons en un monde multipolaire et à une gouvernance fondée sur l'état de droit. Alors, quand deux dirigeants prennent un tel engagement, un engagement formel, je pense que c'est une analyse superficielle de dire « Oh, les Russes vont maintenant devenir hors la loi parce que l'Amérique est devenue hors la loi. » L'Amérique a toujours été hors la loi, mais pas à ce point. Et les Russes et les Chinois ont dit « Non, la solution n'est pas pour nous de devenir comme l'Amérique. La solution est pour nous d'être différents de l'Amérique, d'être, vous savez, des nations qui gouvernent par l'état de droit, la Charte des Nations Unies. » Donc je ne vois pas, vous savez, écoutez, si la Russie avait voulu tuer Zelensky, elle aurait pu le faire il y a longtemps. Vous savez, il est en vie grâce à la Russie et cela ne signifie pas qu'ils ne vont pas le tuer. La récente attaque de drone contre la présidence russe a conduit les Russes à identifier le régime de Zelensky comme une entité terroriste criminelle et cela ouvre la possibilité pour que l'opération militaire spéciale se transforme en opération de contre-terrorisme. Ce qui, vous savez, préparerait le terrain pour que Zelensky et d'autres soient éliminés. C'est un grand pas. Éliminer le gouvernement d'un État souverain. C'est quelque chose que la Russie a hésité à faire. Et vous savez, Poutine apparemment beaucoup de gens sont venus lui demander de le faire, et il a dit non, parce que ce n'est pas ainsi que les nations qui croient en l'état de droit fonctionnent. La Chine encore, je pense, vous savez, l'autre chose que je dois dire est que les Russes et les Chinois ont des visions à long terme de ce à quoi ils veulent que les choses ressemblent. Vous savez, la Russie planifie une réalité post-conflit qui implique l'Ukraine. Donc, moins vous détruisez le tissu qui vous relie à quelqu'un, la Russie et l'Ukraine, plus il est facile de restaurer cette relation. Moins la Chine détruit le tissu qui relie la Chine et Taïwan, plus sera facile d'absorber Taïwan sans heurts. C'est leur but, c'est leur objectif. Leur objectif n'est pas, vous savez, ce n'est pas les États-Unis qui cherchent un moment politique pour les soutenir jusqu'à la prochaine élection, car c'est ce que le Venezuela est en ce moment. C'est un moment politique, vous savez, c'est une perception, pas une réalité. Les Russes et les Chinois, je crois, traitent avec la réalité. Et donc je ne les vois pas emprunter ce chemin. Je ne crois même pas qu'ils soient tentés par cela. Je crois qu'ils trouvent en fait du réconfort dans le fait que leur approche est supérieure à celle des Américains et vous savez, fondamentalement, il suffit de, vous savez, isoler les États-Unis et vous savez, essayer de limiter les dégâts alors que nous nous effondrons parmi nous-mêmes dans cette orgie de narcissisme que c'est ce qui est devenu la démocratie américaine. Mais je ne suis pas inquiet du mauvais comportement des Chinois et des Russes. Je pense que si quelque chose que les États-Unis ont fait, ces actions illégales, ont renforcé la certitude et la clarté morale qu'ils ont adoptée en cherchant une voie définie par l'état de droit et non pas un ordre basé sur des règles. Quelle chance ont les États qui ne veulent pas se laisser dominer par les États-Unis de se protéger contre une attaque américaine? Les armes nucléaires et une technologie avancée de missiles peuvent-elles à elles seules garantir cette sécurité, c'est-à-dire une dissuasion nucléaire? Ce genre de réflexion commence maintenant, notamment en Serbie,
mais aussi certainement en Iran ou dans les pays de la zone sahélienne. Cela ouvre-t-il la voie à une course aux armements nucléaires effrénés? C'est l'un des grands dangers quand vous avez une superpuissance nucléaire se comportant d'une manière aussi grossièrement irresponsable, c'est que, encore une fois, lorsque les États-Unis disent que le droit international n'a pas d'importance, cela devient essentiellement la loi de la jungle, la loi de la force. Vous savez, l'un des fondements du traité de non-prolifération nucléaire était la notion de droit international, que les accords comptent, que les traités sont contraignants. Vous savez, bien sûr, cela a été une lutte parce que personne n'a jamais été à la hauteur de la véritable promesse du traité de non-prolifération. Ce n'était pas seulement pour empêcher d'autres nations d'obtenir des armes nucléaires. Il s'agissait pour les puissances nucléaires de se débarrasser de leurs armes nucléaires. Et le désarmement est devenu une plaisanterie, une fraude. Je veux dire, je me débat encore avec ça. Vous savez, je suis un fervent partisan du désarmement. J'ai fait mes débuts là-dedans, j'ai fait ça toute ma vie, mais eh bien, ça devient presque enfantin, naïf de parler de désarmement aujourd'hui face à ce que fait l'Amérique. Comment pouvez-vous demander aux nations de se débarrasser des choses même qui garantissent leur survie face à une superpuissance américaine grossièrement irresponsable? Vous savez, avec l'Iran, ils ont pris une décision, et je pense que c'est la bonne décision, mais ils ont choisi de ne pas avoir de dissuasion nucléaire, mais ils ont une dissuasion par missile balistique. Cela signifie qu'ils ont la capacité d'infliger des dégâts à Israël et aux États-Unis à un tel degré que cela peut, espérons, le dissuader des attaques directes. C'est pourquoi nous voyons l'approche indirecte se dérouler à travers la facilitation de, vous savez, les soi-disant soulèvements populaires contre le régime iranien. Vous savez, nous entrons dans une période difficile. Encore une fois, je pense qu'il y a des limites au pouvoir américain. Je pense que ces limites sont à la fois réelles et politiques. Je pense pas que les États-Unis puissent survivre à une grande guerre au Moyen-Orient qui absorberait nos richesses nationales et nécessiterait l'engagement de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de soldats américains. Nous ne sommes pas prêts pour une telle guerre dans le Pacifique et nous ne voulons certainement pas une telle guerre en Europe. C'est pourquoi nous nous rétractons en quelque sorte dans la forteresse Amérique. Donc à ce stade, je ne vois pas les États-Unis se montrer agressifs. Le modèle vénézuélien en dehors de l'hémisphère occidental, je ne nous vois pas, vous savez, intervenir et vous savez, kidnapper ou essayer de kidnapper le chef de l'Iran ou quelque chose de ce genre. Mais vous savez, nous, encore une fois, nous sommes un chien enragé. Nous sommes littéralement un chien enragé. Et le problème est, vous savez, que ce n'est pas pour tuer un oiseau moqueur et nous ne pouvons pas avoir Atticus Finch pour sortir et tirer sur le chien enragé parce que le chien enragé a des armes nucléaires et tuera tout le monde. Et c'est l'autre chose que les gens doivent comprendre. Nous avons littéralement un homme fou au pouvoir, soutenu par des gens fous, des gens qui sont fous, ivres de cette notion de pouvoir unilatéral américain. Il n'y a pas de limite à ce qu'ils feront. Et nous devons nous inquiéter des armes nucléaires et autres. Et parce qu'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis, nous devons comprendre que tout effort pour limiter le pouvoir nucléaire américain par le contrôle des armements est vain à ce stade parce qu'on ne peut pas nous faire confiance. Alors pourquoi perdre votre temps à essayer de négocier avec les États-Unis? Je pense qu'à ce stade, le contrôle des armements est mort. Et que la Russie doit s'assurer que sa dissuasion nucléaire est si robuste qu'un homme fou ne cherchera même pas, vous savez, franchir cette ligne. La Chine doit faire la même chose. La Corée du Nord doit faire la même chose. Et vous envoyez le mauvais signal, mais c'est le seul signal que vous puissiez envoyer face à la folie américaine. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière.
Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel sur